Et place à présent à l'invité de Soir Info sur Médien TV. Restez avec nous. Je vous le disais dans ce journal, le Bureau central d'investigation judiciaire a annoncé avoir déjoué un projet d'attentat qualifié d'une extrême gravité. 10 personnes ont été interpellées dans plusieurs villes du royaume. Selon les autorités, cette cellule entretenait des liens avec la branche sahélienne de Daesh et préparait des attaques contre des infrastructures sensibles. Cette opération rappelle que malgré les revers subis par Daesh au Moyen-Orient, la menace terroriste demeure active, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Elle souligne également les nouveaux défis sécuritaires auxquels le Maroc est confronté dans un contexte régional marqué par l'instabilité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct depuis Rabat Nizar Derdabi, analyste en stratégie internationale. Bonsoir Nizar Derdabi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Donc cette opération montre que la menace terroriste reste bien réelle au Maroc, même si cette forme de terrorisme est moins visible, mais elle reste toujours aussi dangereuse. Alors comment analysez-vous son évolution au cours de ces dernières années ? Alors, l'évolution de la menace terroriste a connu plusieurs phases. Depuis les attentats, les fameux attentats de 2003, qui avaient, de par l'importance et la gravité de cette attaque, des sites qui ont été touchés, et également du nombre de victimes très important, avaient été subis comme un électrochoc de la part de la société civile au Maroc, mais également de la part des autorités et des services de sécurité. Et depuis cette date, le Maroc et surtout les services de sécurité concernés, en premier lieu la DGSN, la DGST, mais avec aussi la collaboration de la gendarmerie royale, des forces armées royales, des forces auxiliaires et donc toute l'architecture de sécurité marocaine, donc a compris que cette menace est devenue une menace récurrente, une menace permanente et aussi une menace qui est en train de muter à travers d'abord les grands groupes terroristes qui sont à l'origine de cette menace et de l'idéologie terroriste. Et je cite maintenant l'opération qui a eu lieu ce matin, qui n'est pas une opération de routine. Pourquoi ? Tout simplement parce que même si le pôle DGSN, DGST a pu intervenir en même temps sur 7 sites, arrêter une dizaine de personnes, il faut noter que cette opération est importante par le niveau de préparation de cette cellule terroriste. Donc les autorités ont cité par exemple que dans un des sites, et précisément dans la ville d'Insgen, les enquêteurs ont trouvé sur place un véhicule 4x4 tout-terrain qui était préparé à une attaque bélier et qui était aussi bricolé de telle façon que au niveau du réservoir du véhicule, ils avaient transformé ce véhicule avec du gaz butane pour essayer d'avoir un effet de choc et un effet dévastateur plus grand dans le cas où l'attaque aurait été perpétrée. Alhamdoulilah, l'attaque a été anticipée par les services de sécurité et donc tout ça pour vous dire que cette opération dont le timing il est très pertinent montre que cette menace est permanente et montre aussi le niveau de préparation et surtout de vigilance des services de sécurité. Il faut savoir que pour avoir cette capacité de détecter et de localiser plusieurs cellules réparties sur 7 villes, donc allant de Tétouan au nord jusqu'à Agadir au sud du royaume, il faut une collaboration entre les différentes unités de la DGSN, de la DGST et du PSIJ, le PSIJ qui est, je vais dire, le bras opérationnel des services marocains pour lutter contre cette menace terroriste.
Alors, afin de lutter sur cette menace terroriste, est-ce que l'on peut revenir sur le mode opératoire et la collaboration en fait, qu'il y a entre ces différents organes sécuritaires? Alors, c'est bien, je pense, de mettre la lumière sur cette action et cette mission permanente des services de sécurité, tout simplement parce qu'on n'en parle pas suffisamment, parce que leur travail, c'est un travail qui se fait dans l'ombre. Il faut imaginer que pour pouvoir détecter et localiser cette cellule qui sont répartis sur plusieurs cibles, plusieurs villes du royaume, il faut une surveillance permanente, il faut une surveillance à travers ce qu'on appelle le renseignement humain, c'est-à-dire aller à proximité de ces personnes suspectes, d'essayer de comprendre quel est leur environnement, comment est-ce qu'ils ont rejoint cette cellule terroriste, surtout quel est leur rôle dans cette cellule terroriste. Ça a été cité dans le communiqué, il y avait plusieurs types de profils. Il y avait un cerveau, c'est-à-dire le chef de la cellule terroriste qui coordonne l'action de tous les terroristes qui sont dans sa cellule. Il y a des éléments qui vont être chargés de tout le côté logistique, préparation du matériel, c'est ce qu'on a vu avec les véhicules, mais également la préparation des engins explosifs improvisés. Ce sont ce qu'on appelle aussi des explosifs artisanaux. Les explosifs, on trouve deux catégories, soit les explosifs militaires qui sont utilisés en cas de guerre et qui ne sont autorisés uniquement aux forces armées. On a aussi les explosifs qui sont utilisés dans le cadre de l'industrie, dans les mines, etc. Les terroristes, ils ont recours à ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés. Donc ils achètent des matières chimiques que l'on peut trouver dans les commerces spécialisés et bien sûr sur des instructions, sur des documents que leur envoient par exemple plutôt les cellules qui sont chargées au niveau de Daesh, au niveau du Grand Sahara, qui vont leur donner les instructions, leur donner la formation pour qu'ils sachent comment fabriquer et confectionner ces explosifs. Alors à ce sujet, il est intéressant aussi de savoir en fait qui donne ces indications, parce que les autorités évoquent que cette cellule entretient des liens avec la branche sahélienne de Daesh, et notamment avec le recul de Daesh au Moyen-Orient. On s'aperçoit que son centre de gravité s'est déplacé vers l'Afrique pour s'établir au Sahel. Donc est-ce que le Sahel est devenu aujourd'hui le principal foyer de la menace terroriste, et tout ça aux portes du royaume? Alors ça, c'est une réalité. Le Sahel est devenu l'épicentre de la menace terroriste mondiale. On trouve au niveau de cet épicentre, et plus particulièrement dans la région du Liptako-Gourma. Donc c'est le point de rencontre des trois frontières entre l'État malien, l'État du Niger et le Burkina Faso. Donc c'est une zone qui n'est pas sous le contrôle des forces de sécurité et de l'armée de ces trois pays, mais qui est malheureusement contrôlée par les réseaux terroristes à travers deux branches principalement. Donc la branche de Daesh, qui est l'État islamique au Grand Sahara, et la branche d'Al-Qaïda. Et dans le cas cité aujourd'hui, cette cellule qui a été démantelée par les services de sécurité marocains est affiliée à l'État islamique du Grand Sahara. Et donc on voit en fait que tous les facteurs en quelque sorte sont réunis au Sahel, parce que la région connaît une forte dégradation sécuritaire avec la multiplication de groupes armés. En quoi cette instabilité régionale accroît-elle les risques pour le Maroc du fait de sa position géographique et de son rôle régional? Alors, comme l'épicentre de ces forces, de ces principaux groupes de combattants terroristes se trouve dans cette région du Sahel. Pourquoi le choix de cette région? Pour des raisons socio-économiques, sécuritaires, qui font que ces pays, avec la pluralité ethnique
que l'on trouve dans ces pays, avec beaucoup de problèmes au niveau démocratique, ethnique, etc., qui font que des problèmes d'ordre socio-économique sont venus se greffer à des problèmes sécuritaires et surtout à un vide sécuritaire au niveau de toute cette région qui s'étale sur des centaines de milliers de kilomètres carrés et qui malheureusement sort du contrôle de ces États. Et donc c'est un foyer idéal pour ces groupes de combattants terroristes qui, soit à travers leur activité, qui vont harceler les forces militaires de ces pays. On l'a vu dernièrement au Mali où les groupes terroristes sont arrivés à l'entrée de la ville de Bamako qui est la capitale du pays. Et il faut aussi souligner que ces groupes de combattants terroristes, leur force repose d'abord sur le contrôle de terrain mais également sur la puissance financière qu'ils arrivent à avoir à travers tous les trafics de drogue, les trafics d'armes, les trafics de carburant, etc., qui leur permettent d'avoir un trésor de guerre, un butin de guerre qu'ils vont utiliser pour renforcer les moyens de leur milice. Et donc pour revenir à ce projet d'attentat qui a été déjoué, le Maroc est régulièrement cité comme une référence en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux atouts du dispositif marocain et quelle est l'importance aussi du renseignement dans ce type d'opération ? Alors le Maroc a compris depuis 2003 avec cette attaque à Casablanca que le fléau du terrorisme est un problème qui est multidimensionnel et qu'on ne peut pas s'attaquer à ce problème uniquement à travers le prisme sécuritaire. On va peut-être y revenir après, mais tout ça pour dire que pour mener à bien cette lutte et cette stratégie nationale, il faut travailler sur plusieurs domaines. Le domaine religieux avec la refonte du champ religieux au Maroc, avec peut-être aussi le contrôle des discours des prédicateurs qui avant se faisaient peut-être de manière quelque peu, je vais dire, aléatoire. Actuellement, à travers le travail du ministère des Habous et des Affaires islamiques, le champ religieux est très bien encadré au Maroc avec des instituts de formation des mourchidines et des mourchidates. Donc ça c'est pour le domaine purement religieux. Sur le domaine socio-économique, beaucoup d'efforts ont été faits à travers plusieurs initiatives, mais principalement à travers l'initiative de l'INDH. Pourquoi ? Parce qu'on a compris après les attentats de 2003 que les raisons, que les origines, les racines du mal étaient d'abord suite à des problèmes de précarité de la population et on arrive ensuite à un des domaines qui est à ce titre, qu'en est-il de la coopération internationale ? Permettez-moi. À travers un renforcement déjà des services de sécurité au Maroc. Oui, donc on le voit sur l'aspect sécuritaire, c'est important de revenir dessus. Que ce soit la DGST, la DGSN, la gendarmerie ou les forces armées royales qui participent également à cette mission commune à travers un continuum sécurité et défense. Donc l'action de tous les services marocains est saluée à travers au niveau de l'international puisque le Maroc participe et échange et collabore avec des services étrangers pour essayer de mener une lutte commune contre cette nébuleuse terroriste internationale, mais également le niveau d'excellence et d'expertise des services marocains. On le voit aussi chaque année avec la participation, par exemple, d'éléments de la DGSN à des événements sportifs internationaux comme les JO de Paris ou bien la Coupe du Monde au Qatar. Et je reviens finalement au pilier peut-être qui est le moins visible, que vous avez cité, qui est le pilier du renseignement. Le renseignement, c'est ce qui permet à un État d'avoir cette anticipation. Merci beaucoup, merci Nizar Derdabi. De son territoire à travers un maillage du territoire marocain, comme je l'ai dit, à travers la collaboration de tous ces services, la police dans les villes, la gendarmerie dans les campagnes, qui sont appuyés dans leur action au quotidien par les forces auxiliaires, mais également par l'action et la proximité des agents d'autorité qui relèvent du ministère de l'Intérieur et qui permettent de remonter tout ce qu'on appelle aussi les signaux faibles ou bien des signaux de radicalisation précoce afin qu'on puisse suivre l'action d'éléments suspects et puis finalement intervenir une fois qu'on sent que
il y a une cellule qui est en train de se préparer à passer à l'action, comme ce fut le cas ce matin. Merci Nizar Derdabi. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale, et vous étiez avec nous depuis Rabat.